Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation sur le Generative AI chez Artefact. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé en Generative AI ces 6 derniers mois. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples de comment le Generative AI peut impacter les process dans les entreprises. Troisièmement, on va parler de comment intégrer ça au sein de votre entreprise. Donc voilà, comment construire des environnements, quelles sont les convictions qu'il faut avoir techniquement pour faire ce genre de use case. Et à la fin, on va vous faire des démos. Voilà. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est que ce genre de technologie, c'est très puissant. Première chose, c'est que même pas 2 mois, on a atteint 1 billion d'utilisateurs. Donc vraiment, ça, c'est venu casser un peu tous les records sur les solutions technologiques. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette révolution, c'est pas une révolution des technologies, c'est une révolution des use cases. C'est-à-dire que par exemple, il y a pas mal de choses qu'on pouvait faire avant, comme par exemple du social listening, de l'écoute sociale, par exemple pour percevoir comment les marques ou comment les gens parlent des marques sur Internet, qu'on faisait avec de la technologie data, avec de l'intelligence artificielle, avec du NLP pour le traitement de texte. Mais aujourd'hui, ce genre de technologie, ça vient révolutionner un peu cet usage et on est capable de puiser directement dans ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, par exemple, pour comprendre ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas dans les produits. Donc, voilà. Donc, c'est une technologie des usages aussi parce qu'il y a eu une interface. Donc, à chaque fois, en fait, il y a cette notion d'interface. Par exemple, pour Internet, pour le smartphone. Par exemple, iPhone, c'était pas la première société à faire des smartphones, mais c'était la première société à penser à un design, une interface qui était impactante. Et c'est la même chose qu'on a vu avec ChatGPT. Donc voilà. Donc pour continuer un peu dans le même message, c'est une révolution des technologies, mais qui s'est bâtie sur plein de petites étapes. Donc d'abord, il y a eu donc le progrès par rapport à l'intelligence artificielle dans les années 50, avec les travaux de Turing, d'autres scientifiques, etc. Ensuite, il y a eu cette révolution de l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, donc avec ce qu'on appelle le deep learning. Et ensuite, on a traversé une époque qu'on appelle souvent dans la littérature l'hiver de l'IA, où il y avait beaucoup de recherches, mais il n'y avait pas le matériel, le hardware pour suivre tout ça. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à une jonction où on a à la fois des GPU, du hardware très très fort, et à la fois des algorithmes très très forts pour débloquer ce genre de technologie comme Generative AI. Donc aujourd'hui, en termes de Generative AI, il y a plein d'algorithmes. Vous avez probablement entendu parler de ChatGPT, peut-être de Palm de Google, mais il y a pas que ça, il y a plein de modèles. Et dernièrement, il y a eu aussi pas mal de modèles open source. Il y a eu des gens qui ont essayé de faire des modèles in-house, comme par exemple Databricks qui a sorti Dolly. Il y a aussi d'autres organisations sur lesquelles on n'entend pas beaucoup de choses, comme Anthropic qui fait un travail énorme, qui ont un modèle qui s'appelle Claude, qui est vraiment compétitif avec GPT-4 et Palm. Donc ça, c'est des choses à garder en tête aussi. Et les tendances là qu'on voit sur ce graphe, c'est qu'au début, ça a commencé vraiment de manière open source. Donc ensuite, on a commencé à avoir une privatisation, on va dire, du closed source. Et ensuite, il y a eu une révolution de l'open source qui est revenue, donc qui essaye de challenger un peu les grandes organisations. Donc là, en termes d'organisation qui existe aujourd'hui, donc on retrouve, ah, on retrouve un peu donc les acteurs principaux. Donc en infrastructure, en hardware, on retrouve les cloud providers. En R&D, on a toutes les équipes qui font de la recherche, Hugging Face, Anthropic, Google DeepMind, OpenAI, etc. En tooling, orchestration, ça c'est la partie la plus intéressante parce qu'aujourd'hui, nous, les data scientists, les software engineers, pour bosser avec ce genre de technologie, on va faire ce qu'on va appeler du prompt engineering. Alors, le prompt engineering, beaucoup de gens le comprennent de la manière suivante. Je veux générer une image, par exemple, avec Midjourney, je vais ajouter HD, high quality, pour faire en sorte que c'est bien. Mais c'est pas ça le prompt engineering, c'est vraiment un travail d'engineering derrière, de comment je véhicule à l'IA l'information au bon moment pour qu'elle me donne le résultat que je veux. Donc ensuite, on a donc plein de produits, d'applications qui ont construit sur la base de ces fondations d'infrastructures, de recherche et de tooling. Donc comme par exemple Character AI qui nous permet de créer un caractère pour un film, pour une animation, ce genre de choses. Donc on voit Midjourney, Palm 2, GitHub Copilot qui m'aide personnellement tous les jours à coder. Donc voilà. Donc on est là. Aujourd'hui, on est là. Donc comment le Generative AI peut impacter les opérations. Donc nous, on a fait un sondage en interne chez Artefact
Et on a remarqué que tout le monde est intéressé. il y a pas un client avec lequel on parle qui nous dit pas je veux lancer des use cases, je veux explorer ces technologies-là. Donc voilà, on a à peu près 50% des clients sur lesquels on est en discussion, avec lesquels on est en discussion, pardon, pour lancer des projets. Et on a seulement 25% qui ont lancé des POC aujourd'hui. Alors pourquoi il y a seulement 25%? Parce que c'est un sujet qui, euh, qui demande vraiment une certaine responsabilité. Il faut penser vraiment à comment l'IA générative a été utilisée. Il faut penser à la propriété intellectuelle. Il faut penser à beaucoup de sujets. Voilà, il faut penser à de l'hallucination. Ce qu'on appelle l'hallucination, c'est quand les modèles, ils vont par exemple nous dire quelque chose qui n'est pas factuel. On ne veut pas montrer ça à un client. Donc voilà, il y a un travail qu'on est en train de faire pour rassurer les clients, leur montrer qu'on est capable aujourd'hui d'assurer des solutions de générative AI robustes. Donc voilà, et c'est un travail qu'on fait pas, qu'on n'invente pas de nous-mêmes. C'est vraiment, il y a un travail de l'open source, de la littérature scientifique, qui réfléchit tout le jour à comment rendre ces modèles de générative AI plus robustes. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'applications de Gen AI dans les sales et marketing. Par exemple, en day-to-day productivity, imaginons j'ai des commerciaux qui ont besoin d'écrire un script. Donc un script pour pitcher quelque chose à un client, à un prospect, etc. Le conseiller ou le commercial de demain, il aura plusieurs briques à sa disposition. Il aura une brique, par exemple, de préparation de contexte. Je vais dire, je veux envoyer un script à Monsieur Dupont. Automatiquement, on a une intelligence artificielle qui lit les informations qu'on a sur cette personne-là, sur ce client-là. Donc, les informations qu'on a dans nos CRM, dans le parcours client, par exemple, les appels qu'il a fait, les interactions qu'il a fait avec nos conseillers. Elle est capable de donner au commercial tout ce contexte-là. Comme ça, il peut affiner le message de sales qu'il veut envoyer. Et en plus de ça, ça peut générer le message de sales. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie en fait de pousser comme philosophie, c'est que ça va pas venir forcément remplacer des gens, mais ça va venir augmenter des gens dans leur travail. C'est un peu comme la radio. Donc, quand il y a eu la radio, il y a eu des musiciens au début qui se sont dit, voilà, je vais plus faire de spectacles, je vais plus pouvoir vendre ma musique, etc. Mais après, on a vu, il y a eu Spotify, il y a eu plein de plateformes de streaming. Donc aujourd'hui, tout le monde est musicien. Demain, peut-être que tout le monde pourra utiliser l'IA dans son workflow de tous les jours. Donc voilà. Donc, par exemple, pour générer des meeting summary, donc pour prendre des notes, pourquoi demander à quelqu'un de prendre des notes si on peut avoir une IA qui va prendre des notes et qui va même avoir le contexte des slides qui ont été présentés durant le meeting, de ce qui a été dit, etc. Donc voilà, on a cette notion de day-to-day productivity qui va parler beaucoup aux gens parce qu'ils vont se reconnaître là-dedans. Mais on va avoir des notions un peu plus avancées aussi. Donc le terme de copilote, donc par exemple pour les gens qui codent, pour les gens qui créent du contenu marketing, qui vont créer des publicités par exemple. Donc voilà, ils vont créer des images, ils vont créer des messages de marketing, etc. Donc on a une notion de research and insights aussi. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment utiliser l'IA pour avancer notre compréhension de la psychologie, de comment on raisonne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui vraiment essayent de répliquer comment on raisonne dans ce domaine. Je vais vous donner un exemple. Je pose une question à ChatGPT, je lui dis 25 fois 8 plus 90 fois 9 égale, complète. Dans la plupart des cas, il va compléter par une information qui est fausse. Parce que pour lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prédit le prochain mot. Alors que si je lui dis, je lui donne la même question et je lui dis think step by step. Donc là, ce qu'il va faire, au lieu de compléter d'abord la réponse, il va d'abord réfléchir, il va d'abord raisonner. Il va dire, OK, ça fois ça, c'est ça, ça fois ça, c'est ça. Et ça va être plus simple pour lui de ne pas se tromper. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait les humains en général. Quand on veut répondre à une question, on va avoir souvent un chain of thought. Le paradigme que je viens de décrire, think step by step, c'est ce qu'on appelle le chain of thought. Donc, on va avoir un chain of thought, donc une séquence de pensée. Il y a un autre paradigme aujourd'hui qui donne des applications encore plus formidables, c'est ce qu'on appelle le planning and execute. On demande à l'IA cette fois-ci non de réfléchir step by step, mais d'abord de planifier toutes les steps en avance et après de l'exécuter. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont joué avec AutoGPT par exemple, mais AutoGPT c'est ce qu'il fait. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu quelques use cases qu'on a fait chez Artefact qui sont drivés par du Generative AI. Donc ça, c'était en 2018, c'était vraiment le début du Generative AI avec BERT, c'est l'algorithme de Google.
Et ce qu'on faisait, en fait, c'est on aidait L'Oréal à détecter des tendances. Par exemple, on va donner à l'algorithme un mot-clé. Par exemple, l'argile vert pour le make-up ou le savon noir. Et automatiquement, en fait, ça va regarder dans les contenus Instagram et ça va comprendre ce que les gens ressentent par rapport à ce produit-là. Quelle est leur émotion? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va continuer à faire tendance ou pas? Donc voilà. Et à côté de ça, à côté de la partie générative AI, il y avait toute une partie ML classique autour de comment je forecast dans le futur si cette tendance, elle va continuer ou pas. Donc là, c'est un exemple de la démo Pity que je fais ici. Donc vous êtes les bienvenus pour venir la tester. Euh, et en gros, cette démo, elle permet de faire du social listening. Donc voilà, donc hier, pour faire du social listening, j'avais des solutions qui me donnaient des hashtags associés à mon produit, par exemple, ou des petites mesures de sentiments. Aujourd'hui, je peux vraiment demander à l'IA de me donner les informations précises de ce que les gens ont aimé ou pas, et de lui demander aussi de générer un contenu marketing qui va parler à l'audience que j'ai détectée. Donc, imaginons par exemple, je suis en train de préparer une campagne marketing pour une crème hydratante Lip Picard. Ben, je peux demander à l'IA de me sortir les choses qu'aiment les gens par rapport à Lip Picard, les choses que que les gens n'aiment pas chez la compétition un peu comme CeraVe aussi, et ensuite de me générer un message différentiel. Donc voilà. Donc là, on a un peu la même idée. On va, par exemple, ça fait partie de la même démo. On va, par exemple, demander à l'IA de nous générer des idées de headline de pub pour Cognac. Et on peut encore pousser le truc plus loin et demander à l'IA de nous générer des bouteilles. Donc, il y a quelques mois, on a travaillé avec je vais pas citer le nom, mais on a travaillé avec une société française qui fait des spiritueux, qui fait de l'alcool. Et on a aidé les créatifs à générer des concepts de bouteilles. Donc voilà, qui vont retranscrire un peu la même tonalité de marque que cette marque avait. Donc voilà, on a vu un peu comment utiliser l'IA générative pour faire du social listening, ce genre de choses. Il y a une dernière démo que je vais vous partager. C'est comment j'utilise par exemple l'IA pour faire des chatbots conversationnels qui vont guider mes clients sur les sites web, sur mes plateformes, etc. Donc là, c'est l'objet de la démo qui est là-bas qui s'appelle Babylone. Donc encore une fois, Pity, c'est un peu l'oracle d'Apollon, c'est l'insight, c'est le futur, la compréhension des émotions des gens, etc. Babylone, c'est l'héritage. C'est comment tu fais en sorte que l'héritage que tu t'es construit dans ton site, donc tout le contenu que tu as créé, t'en crée un chatbot qui peut parler à tes clients et qui peut les guider. Donc voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, j'ai pas la démo dans la slide, mais là, je vous montre quelque chose qu'on a présenté à Orange Bank. Donc, on vient leur construire un chatbot de FAQ juste en donnant à l'intelligence artificielle tout le contenu FAQ de Orange Bank. Et on a testé ça, vous pouvez le voir. On va poser une question, par exemple, sur la page FAQ de Orange Bank. Ça va nous dire qu'il n'y a pas de réponse, alors qu'en donnant à l'intelligence artificielle tout ce contenu, elle est capable de mieux capter l'intention dans la question que, par exemple, les méthodes classiques qu'on avait avant. Et en plus de ça, ça nous montre les sources. Comme ça, on peut aller vérifier. Donc, soit on peut aller vérifier nous-mêmes, ou soit on peut faire une deuxième IA. C'est là où ça devient intéressant, qui va vérifier elle-même. Donc, il va avoir la capacité de browser sur Internet et de regarder si c'est bien ou pas. On peut ajouter une troisième IA qui va faire de la modération de style pour vérifier si on a bien capté la tonalité de marque de Orange Bank. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de hype, c'est vrai, autour de ces technologies, mais on est vraiment au début de quelque chose de révolutionnaire. Et encore une fois, c'est une révolution des usages et pas une révolution des technologies toutes simples. Donc voilà, je pense que j'ai fait plus que 15 minutes. Je ne veux pas vous retenir plus. Si jamais il y a des questions, je suis preneur. S'il n'y a pas des questions, c'est bien aussi. Mais j'espère que ça vous a inspiré parce que vraiment, personnellement, je trouve ça très inspirant. Pouvoir retranscrire la façon dont on réfléchit chez l'IA pour qu'elle fasse un meilleur job, c'est quelque chose qui me passionne personnellement. Je trouve que ça a beaucoup d'applications dans les métiers. Bon, voilà. Merci à tous.